Dans notre société, nous avons souvent appris à être gentils avant d'être vrais. Depuis l'enfance, on nous enseigne à faire plaisir, à éviter les conflits, à rester poli, même si cela signifie parfois nier ce que l'on ressent profondément. Résultat, beaucoup de personnes vivent en décalage avec elles-mêmes, en accumulant frustration, non-dits et malaise relationnel. Mais faut-il vraiment choisir entre l'harmonie avec les autres et la fidélité à soi-même? Bonjour et bienvenue sur FG Success, la chaîne où on parle de développement personnel, de réussite et surtout de transformation intérieure. Car le véritable succès commence par une meilleure connaissance de soi. Trop souvent, nous cherchons à plaire, à éviter les conflits, à être gentils au point de nous oublier nous-mêmes. Mais peut-on vraiment s'épanouir si l'on n'ose pas être pleinement vrai? Aujourd'hui, nous plongeons dans un livre de développement personnel, Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Dansembourg. Dans son livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai, Thomas Dansembourg nous invite à sortir de cette posture automatique et à renouer avec notre authenticité. Une approche puissante pour mieux communiquer, poser ses limites, avec bienveillance et vivre des relations plus saines et plus profondes. Découvrons ensemble les leçons essentielles de ce livre qui peut littéralement changer notre manière d'être au monde. Au travail, comme dans la vie personnelle, il nous arrive à tous de nous sentir en décalage avec qui nous sommes vraiment, dans nos propos ou dans nos attitudes. On se surprend parfois à se laisser marcher sur les pieds, ou au contraire à être agressif outre mesure. Thomas Dansembourg publie en 2001 l'ouvrage « Cessez d'être gentil, soyez vrai » et s'adresse à ceux qui souhaitent se déployer, en étant eux-mêmes, en s'affirmant tout en respectant les autres. L'objectif est de réagir avant l'effet cocotte-minute qui nous fait généralement exploser ou imploser. Selon l'auteur de cet ouvrage, nous sommes tous à la recherche d'une relation vraie, profonde, féconde et fluide, avec nous-mêmes d'abord, puis avec ceux qui nous entourent. Ce qui nous empêche de le faire est généralement le fruit de vieilles habitudes, d'automatismes et de scénarios dont nous ne savons nous sortir et qui deviennent des enfermements. Particulièrement au travail, ces situations peuvent être délicates à gérer. Il est parfois contre-productif de vouloir à tout prix bien faire. 1. La différence entre être gentil et être vrai. Dans notre société, être gentil est souvent perçu comme une qualité essentielle. On nous apprend dès l'enfance à être poli, à faire plaisir, à éviter les conflits. Pourtant, cette gentillesse, lorsqu'elle devient une habitude mécanique ou une manière de fuir le rejet, peut nous éloigner de nous-mêmes. Être gentil, c'est souvent dire ce que l'on pense que l'autre veut entendre, faire ce qu'on attend de nous, même si cela va à l'encontre de nos besoins ou de nos ressentis. On sourit, on acquiesce, on s'efface parfois, par peur de blesser, de déranger ou de ne plus être aimé. À l'inverse, être vrai, c'est choisir l'authenticité plutôt que l'approbation. C'est oser exprimer ce que l'on ressent réellement, même si cela implique de dire non, de poser une limite ou de sortir des conventions sociales. Être vrai ne signifie pas être dur ou agressif, mais être honnête avec soi-même et avec les autres, tout en restant respectueux. Cela demande du courage, car cela suppose de sortir du rôle de la personne parfaite ou accommodante pour devenir pleinement soi, avec ses forces, ses vulnérabilités et ses besoins propres. En réalité, être gentil apaise souvent à court terme, mais peut créer des frustrations profondes à long terme. Être vrai, lui, permet des relations plus sincères, plus solides, car fondées sur une communication ouverte et authentique. Thomas Dansembourg nous rappelle que ce n'est qu'en cessant de jouer un rôle, en cessant d'être simplement gentil, que nous pouvons vraiment nous rencontrer nous-mêmes et rencontrer l'autre. Car la vraie bienveillance ne naît pas du masque, mais de la vérité partagée. 2. Apprendre à écouter ses besoins profonds. Dans notre quotidien rythmé par les obligations, les attentes extérieures et les sollicitations permanentes, nous avons souvent pris l'habitude de fonctionner en pilotage automatique. On répond aux exigences du travail, de la famille, de la société, sans vraiment prendre le temps de se demander « De quoi ai-je vraiment besoin, ici et maintenant ?» Pourtant, derrière chaque émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, se cache un besoin profond, souvent ignoré. La colère peut indiquer un besoin de justice ou de respect. La tristesse peut traduire un besoin de soutien ou de réconfort. La joie, quant à elle, montre qu'un besoin est satisfait. Mais encore faut-il savoir écouter ces signaux intérieurs. Apprendre à écouter ses besoins profonds, c'est donc apprendre à accueillir ses émotions sans les juger,
à se connecter à ce que l'on ressent, puis à identifier ce que cela dit de nous. Cette démarche demande de ralentir, d'entrer en soi-même, de faire silence pour percevoir ce qui nous anime en profondeur. Ce n'est pas un réflexe naturel, surtout lorsqu'on a appris à faire passer les autres en premier. Mais c'est un chemin essentiel pour retrouver une forme de clarté intérieure. Car quand on ignore ses besoins, on s'épuise. Et quand on apprend à les reconnaître, on se donne les moyens d'agir en cohérence avec soi-même. Reconnaître ses besoins ne veut pas dire exiger que l'autre les comble à tout prix. Cela signifie d'abord les nommer, les assumer, puis les exprimer avec responsabilité. C'est là toute la subtilité d'une communication vraie. Ne plus attendre passivement que nos manques soient comblés, mais devenir acteur de notre bien-être. Comme le souligne Thomas d'Ansembourg, cette écoute intérieure transforme notre manière d'être au monde. Elle nous permet de poser des choix alignés, de sortir de la frustration et de cultiver des relations plus justes. Car lorsque l'on sait ce dont on a besoin, on peut enfin cesser de jouer des rôles et commencer à vivre pleinement. 3. Prendre la responsabilité de ses émotions. Depuis l'enfance, nous avons souvent appris à croire que les autres sont responsables de ce que nous ressentons. Tu me mets en colère, tu m'as blessé, à cause de toi, je suis triste. Ce langage reflète une méconnaissance profonde du fonctionnement de nos émotions. En réalité, personne ne met une émotion en nous. Ce que nous ressentons est la conséquence d'un besoin personnel satisfait ou non satisfait. L'émotion naît en nous, pas chez l'autre. Ce décalage de perception est fondamental. Tant que nous projetons sur les autres la cause de nos émotions, nous restons impuissants, en position de victime. Prendre la responsabilité de ses émotions, c'est comprendre que l'autre est un déclencheur, mais pas un créateur de notre ressenti. Cette posture implique un véritable changement de regard sur soi et sur la vie relationnelle. Cela demande de cesser d'accuser, de blâmer ou de fuir, pour entrer dans une écoute sincère de ce que nos émotions viennent révéler. Par exemple, si je suis frustré après une réunion où je n'ai pas pu m'exprimer, il ne s'agit pas de dire « ils ne m'ont pas laissé parler », mais de reconnaître « j'ai un besoin d'expression qui n'a pas été satisfait ». En prenant ainsi la responsabilité de ce que l'on vit, on gagne en lucidité, en paix intérieure et en pouvoir d'action. Cette attitude, proposée par Thomas d'Ansembourg, ne signifie pas tout accepter ni excuser les comportements blessants. Elle signifie surtout reprendre le pouvoir sur sa vie émotionnelle pour ne plus dépendre des humeurs, des critiques ou de la reconnaissance extérieure. C'est un apprentissage exigeant, mais profondément libérateur. Car en assumant ses émotions, on cesse de réagir automatiquement, on devient capable de répondre avec maturité et l'on entre dans une relation à soi et aux autres plus consciente, plus apaisée et plus vraie. 4. S'exprimer de manière authentique et respectueuse. L'un des plus grands défis dans nos relations humaines, c'est d'oser dire ce que l'on pense et ressent, sans blesser, sans accuser et sans fuir. Beaucoup de gens oscillent entre deux extrêmes, se taire pour ne pas déranger ou exploser quand la tension est trop forte. Pourtant, une autre voie existe, celle de l'expression authentique et respectueuse. Cela signifie dire sa vérité, exprimer ses émotions, ses besoins et ses limites, mais avec des mots qui relient plutôt que des mots qui accusent. Cette posture nécessite de sortir des automatismes pour adopter un langage plus conscient. Concrètement, cela suppose de parler à partir de soi, plutôt que sur l'autre. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais, tu es égoïste », on peut dire « quand je te parle et que je sens que tu fais autre chose, je me sens frustré, parce que j'ai besoin de me sentir entendu ». Cette manière de s'exprimer, issue de la communication non violente, CNV, permet de nommer ses émotions et besoins sans attaquer, ce qui réduit les tensions et favorise un dialogue constructif. Elle repose sur 4 piliers: observer sans juger, exprimer son ressenti, dire ses besoins et formuler une demande claire. S'exprimer avec authenticité et respect, c'est donc conjuguer la franchise avec la bienveillance. Ce n'est ni se cacher, ni écraser l'autre. C'est entrer dans une communication adulte, où chacun peut être entendu et reconnu. Comme le souligne Thomas d'Ansembourg, c'est une compétence qui s'apprend et qui transforme en profondeur la qualité de nos relations. Elle permet de créer un espace de vérité partagée, où chacun peut s'exprimer pleinement sans se sentir jugé ou agressé. Une communication vivante, humaine, qui rapproche au lieu de diviser. 5. Accueillir l'autre avec empathie. Accueillir l'autre avec empathie, ce n'est pas simplement l'écouter en silence ou hocher la tête pour donner l'impression qu'on comprend. C'est se rendre réellement disponible,
émotionnellement et mentalement, pour entendre ce que l'autre vit, sans vouloir corriger, conseiller, comparer ou juger. Trop souvent, lorsque quelqu'un se confie à nous, nous avons le réflexe de réagir rapidement. « Tu devrais faire ceci, moi aussi ça m'est arrivé. » Ou encore, « Ce n'est pas si grave. » Oh! Ces réactions sont bien intentionnées, mais elles empêchent souvent l'autre de se sentir vraiment compris. L'empathie véritable, elle, consiste à être présent, simplement, et à écouter avec le cœur. Être empathique, c'est donc se mettre à la place de l'autre, non pour prendre son mal sur soi, mais pour le reconnaître dans ce qu'il traverse. Cela implique de respecter son rythme, ses émotions, même si elles nous mettent mal à l'aise ou que nous ne les comprenons pas tout de suite. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec ce que l'autre dit, mais de lui offrir un espace de sécurité où il peut déposer ce qu'il vit, sans crainte d'être jugé ou rejeté. Cette écoute profonde, selon Thomas d'Ansembourg, est un cadeau rare mais puissant. Elle répare, elle relie, elle guérit. Accueillir avec empathie, c'est aussi faire preuve d'humilité, reconnaître qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut pas tout résoudre, mais qu'on peut être là, pleinement là. C'est cette qualité de présence silencieuse, sincère, bienveillante qui permet à l'autre de s'entendre lui-même, de prendre du recul, voire de trouver ses propres réponses. Dans un monde où l'on parle beaucoup mais où l'on écoute peu, l'empathie est un acte révolutionnaire. Elle transforme nos relations en profondeur, en les nourrissant de respect, de confiance et d'humanité. 6. La communication non violente, CNV, transforme les relations. La communication non violente, CNV, développée par Marshall Rosenberg et largement relayée par Thomas d'Ansembourg, est bien plus qu'une technique de dialogue. C'est un art de vivre relationnel. Elle repose sur un principe fondamental. Derrière chaque mot, chaque attitude, chaque conflit, il y a une tentative, maladroite ou non, de répondre à un besoin. La CNV nous apprend à décoder ces besoins et à les exprimer sans violence, c'est-à-dire sans accusation, jugement ou manipulation. Elle transforme la manière dont nous percevons l'autre et nous-mêmes, en remplaçant les schémas réactionnels par une communication consciente, responsable et respectueuse. Le processus de la CNV s'appuie sur 4 étapes simples mais puissantes. Observer sans juger, exprimer son ressenti, identifier le besoin en lien avec ce ressenti, puis formuler une demande claire. Cette approche permet de sortir des conflits stériles et des dialogues de sourds, en redonnant à chacun sa place, sa légitimité, sa responsabilité. Au lieu de se battre pour avoir raison ou pour faire plier l'autre, on cherche à créer une qualité de lien fondée sur l'écoute mutuelle et la recherche de solutions gagnant-gagnant. Ce changement de posture relationnelle peut apaiser des tensions anciennes, restaurer la confiance et renforcer l'estime mutuelle. Mais surtout, la CNV transforme les relations parce qu'elle nous transforme nous-mêmes. Elle nous pousse à être plus conscients de nos émotions, plus clairs sur nos besoins et plus alignés entre ce que nous vivons et ce que nous exprimons. En cultivant cette forme de cohérence intérieure, nous devenons plus authentiques, mais aussi plus accessibles. Ce double mouvement d'authenticité et d'ouverture rend nos échanges plus vrais, plus humains et infiniment plus porteurs de sens. Dans un monde souvent dur, rapide et fragmenté, la CNV est un pont vers soi et un pont vers l'autre. 7. Cultiver la cohérence entre ce que l'on pense, ressent, dit et fait. L'une des clés majeures de l'authenticité, selon Thomas d'Ansembourg, réside dans la cohérence intérieure. Trop souvent, nous vivons déconnectés de nous-mêmes. Nous pensons une chose, ressentons autre chose, disons ce que nous croyons devoir dire, et faisons ce que les autres attendent. Ce décalage permanent crée une tension interne, un mal-être diffus, voire une perte d'estime de soi. Cultiver la cohérence, c'est entreprendre un travail de réalignement. Il s'agit d'apprendre à reconnaître nos pensées profondes, écouter nos émotions, choisir des mots qui nous respectent et poser des actes qui reflètent notre vérité. Ce processus exige du courage, car il suppose de ne plus se conformer simplement pour plaire, éviter les conflits ou obtenir de la reconnaissance. Cela demande d'oser dire non quand c'est non, d'assumer ses convictions même si elles dérangent, et de s'affirmer avec bienveillance mais fermeté. La cohérence est donc une forme de fidélité à soi. Elle ne signifie pas rigidité ou intransigeance, mais alignement sincère entre l'intérieur et l'extérieur. Plus nous cultivons cet alignement, plus nous devenons paisibles, car nous n'avons plus à jouer un rôle, ni à maintenir des façades. Enfin, cette cohérence est une force contagieuse. Elle inspire confiance,
respect et clarté dans nos relations. Les autres sentent quand nous sommes justes avec nous-mêmes, quand ce que nous exprimons est habité, enraciné. Cela ne veut pas dire être parfait, mais être vrai, humble et responsable de ses choix. Comme le souligne Thomas d'Ansembourg, être cohérent, c'est cesser d'être gentil par peur pour devenir vrai par amour. C'est un chemin exigeant mais profondément libérateur qui nous mène vers des relations plus simples, plus saines et plus nourrissantes. 8. S'autoriser à dire non. Dire non est souvent perçu comme un acte égoïste, voire agressif. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont appris à éviter les conflits, à ne pas déplaire, à se faire aimer en disant « oui », même quand c'est un non qui brûle en nous. Résultat, on s'épuise, on s'oublie, on accumule des frustrations qui finissent par exploser ou se transformer en ressentiment. Thomas d'Ansembourg nous invite à revoir cette croyance profondément ancrée. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se respecter soi-même. C'est poser une limite saine, claire, qui protège notre espace vital. S'autoriser à dire non, c'est reconnaître que nos besoins sont aussi légitimes que ceux des autres. Ce n'est pas une fermeture, mais un positionnement. Un non exprimé avec calme, respect et sincérité peut même renforcer une relation, car il montre à l'autre où nous en sommes, ce qui est important pour nous et sur quoi nous ne voulons pas transiger. C'est aussi un acte de confiance envers l'autre, lui faire confiance pour entendre notre limite, sans qu'il se sente attaqué ou abandonné. Apprendre à dire non, c'est donc apprendre à sortir de la peur du rejet pour entrer dans la vérité du lien. Enfin, oser dire non, c'est aussi faire de la place pour nos vrais oui. Chaque fois que nous disons oui à contre-cœur, nous trahissons un peu notre intégrité. Mais lorsque nous nous autorisons à dire non, nous pouvons ensuite dire oui avec élan, avec joie, avec clarté. Ce discernement rend nos engagements plus sincères, notre énergie mieux orientée et nos relations plus authentiques. Dire non, c'est prendre la responsabilité de notre espace intérieur. C'est choisir de ne plus être gentil pour éviter les vagues, mais vrai pour naviguer avec justesse dans l'océan des relations humaines. 9. Transformer les conflits en opportunités de croissance. Nous avons souvent tendance à fuir les conflits ou à les vivre comme des échecs relationnels. Pourtant, pour Thomas d'Ansembourg, le conflit est un signal précieux. Il pointe un désalignement, une incompréhension, un besoin non entendu ou mal exprimé. Au lieu de le craindre ou de le réprimer, il nous invite à le considérer comme une occasion de grandir individuellement et collectivement. Le conflit devient alors un révélateur de nos limites, de nos peurs, mais aussi de notre capacité à évoluer dans la relation. C'est une tension, oui, mais une tension féconde si elle est abordée avec conscience. Transformer le conflit, c'est d'abord changer de posture intérieure. Plutôt que de chercher à avoir raison, à vaincre ou à éviter, il s'agit d'écouter. Soi-même d'abord, qu'est-ce que je ressens? De quoi ai-je besoin? Puis l'autre, que vit-il vraiment derrière ces mots? Cette écoute réciproque ouvre un espace de dialogue où il devient possible de passer de la réaction à la compréhension, du reproche à l'expression authentique. La communication non violente joue ici un rôle central, en offrant un cadre pour exprimer ses émotions sans agresser et accueillir celles de l'autre sans se sentir menacé. Ainsi, chaque conflit, aussi désagréable soit-il, peut devenir une opportunité de transformation personnelle et relationnelle. Il permet de renforcer la confiance, d'approfondir la connaissance de l'autre, mais surtout de mieux se connaître soi-même. Pour Thomas d'Ansembourg, une relation sans conflit n'est pas forcément saine. Elle peut masquer des non-dits ou une forme d'évitement. Une relation où l'on ose traverser les conflits en conscience est une relation vivante, authentique et nourrissante. Le conflit n'est plus une menace. Il devient un passage, un moment de vérité et de croissance partagée. En définitive, cessez d'être gentil, soyez vrai, est bien plus qu'un livre sur la communication. C'est une invitation à vivre pleinement, en accord avec soi-même. Il ne s'agit pas de devenir dur ou insensible, mais de cultiver une gentillesse habitée, enracinée dans l'authenticité. Car c'est en osant être vrai que l'on devient véritablement libre, que l'on crée des liens profonds et que l'on se rapproche de ce que Thomas d'Ansembourg appelle une vie pleine de sens. Alors, cessons d'être ce que les autres attendent de nous et commençons à être ce que nous sommes vraiment. Car le monde n'a pas besoin de plus de gentils, il a besoin de plus de gens vrais. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a éveillé en vous des prises de conscience ou des réflexions, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Aimez, partagez autour de vous pour semer ces graines de transformation dans votre entourage et surtout,
Dites-moi en commentaire ce que vous retenez de ce livre ou quelle leçon vous a le plus marqué. Ensemble, cultivons des relations plus vraies et plus profondes. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur FG Success.